Salam alaikum Azul, bonsoir. La semaine passée aura été riche en événements, voire même en événements qui se sont tellement banalisés qu'ils sont devenus de facto des non-événements, comme cette autre évacuation de Bouteflika vers une clinique européenne. Mais le pire aura été ce qu'a subi la population de la ville d'Alep, Haleb, en Syrie. L'aviation de Bachar al-Assad a indistinctement bombardé les populations civiles. Plus de 200 morts en quelques jours. Une clinique pédiatrique a été complètement ravagée. Et le dernier pédiatre de Haleb, d'Alep, le docteur Mohamed Wassim Maaz, Rabbi Rahmou, mondialement connu pour son dévouement aux côtés des enfants blessés dans les bombardements, et lui-même mort sous les bombes de Bachar al-Assad et de son allié russe qui font pilonner l'un et l'autre les villes, toutes les villes qui résistent sous le fallacieux et très commode prétexte que ce sont les terroristes islamistes qui sont visés. De bien commodes terroristes, en fait, tombés à pic pour sauver l'un des despotes les plus atroces qu'ait connu l'humanité. Et c'est vers ce même Bachar al-Assad, surnommé le boucher de Damas, par ceux qui subissent son déluge de feu et d'acier, que s'est envolé Abdelkader Messahl, le ministre algérien des Affaires maghrébines de l'Union maghrébine et de la Ligue des États arabes. Le ministre algérien reçu en grande pompe par Bachar lui-même qui n'espérait pas une telle reconnaissance, a déclaré être venu apporter l'expertise de son pays en matière de lutte contre le terrorisme et son expérience dans quoi? Dans la réconciliation nationale. Sinon, encore une fois, une énième fois, Bouteflika, comme on l'a déjà dit, a été évacué en urgence vers une clinique suisse, cette fois-ci. On nous a dit, après coup, après l'évacuation, que ce n'était là qu'un contrôle de routine, prévu déjà de longue date. Bouteflika est finalement revenu au pays après quelques jours, comme il est parti, c'est-à-dire sans que personne ne l'ait aperçu, sans que personne, hormis bien sûr ceux qui le prennent en otage, n'ait pu savoir dans quel état il se trouve. Sauf qu'on nous apprend que, rajoutant de l'enthousiasme à sa légendaire alacrité, il a écrit personnellement un vibrant hommage au footballeur Riyad Mahrez, qui a été sacré meilleur joueur du championnat anglais. De son côté, Chakib Khalil, atteint gravement de zawiyatite aiguë, continue son son pèlerinage aux quatre coins du pays, partout où des blanchisseries spécialisées en zawiyatrie ont accepté de laver ses péchés à grand renfort de ayats rédigés au smagh chimique sur des louhettes en plastique passées au sisal synthétique. Mais le vent commence à tourner. Cette tournée des grands trucs de Chakib Khalil a finalement produit l'effet inverse que celui recherché.
puisque même les Algériens qui ne savaient même pas qui était ce personnage le découvrent aujourd'hui sous son plus mauvais jour. On aurait voulu le compromettre de façon irrémédiable, en faire le monsieur le plus antipathique du monde, qu'on n'aurait pas mieux fait. Il a voulu utiliser ces zaouillettes qui profitent goulûment de la crédulité des gens pour les gruger, et il n'a pas compris que quand on recourt à de tels opportunistes en bandieuserie, Taïwan, on ne récolte que le mépris, au mieux. Et les réactions commencent à fuser, dont celle de Rachid Denekez, qui l'a interpellé de façon particulièrement sonore, vous l'avez vu, dans une zaouïa près de Chlef. Puis, avant-hier, ce fut un autre esclandre de jeunes activistes politiques, dont Samir Ben Arbi, qui le cloua au pilori en pleine mosquée, à Annaba, et qui lui signifia que s'il voulait se faire blanchir, ce n'est pas dans les mosquées des fidèles, mais au banc des accusés, face à la justice qu'il avait elle-même inculpée. Les images tournées avec des téléphones portables ont fait le buzz. Et comme si ces deux camouflets successifs ne suffisaient pas à lui faire boire la tasse amère, voici que le shir de la très réputée Zawiya, Al-Hamlawi, vient de lui opposer une fin de non-recevoir, refusant de lui ouvrir ses portes, encore moins de lui octroyer une quelconque bénédiction. Le courageux shir est allé jusqu'à lui recommander de passer par la justice s'il voulait se faire blanchir, et que les confréries ne sont pas habilitées à réhabiliter les gens qui ont, lui a-t-il dit, des problèmes avec la justice. Et il semble que ce ne soit pas la seule Zawiya qui lui ait claqué la porte au nez. On dit qu'elle serait très nombreuse à lui avoir fait savoir poliment d'aller se faire rincer ailleurs. Comme c'est le cas aujourd'hui d'une Zawiya près de Azazga, où c'est le branle-bas de combat. On a même dit qu'il l'attendait de pied ferme et que s'il osait y mettre les pieds, il pourrait très bien avoir de sérieux ennuis cette fois-ci. Et enfin, dans cette ambiance cacophonique au possible, où la seule chose qui semble être contrôlée est la totale opacité qui entoure les activités et les intentions du régime. C'est la seule chose qu'il contrôle, l'opacité. Dans cette ambiance de zerda médiatique et de suspense général, voici qu'on nous apprend que le puissant homme d'affaires Rabarab vient de faire l'acquisition du groupe de presse Al-Khabar. Une vraie machine de guerre si on la rajoute au quotidien Liberté et aux innombrables relais de toutes sortes du Magna. En plus de toutes les forces occultes qui semblent se profiler derrière lui. Il ne faut pas l'oublier. Aussitôt, réaction du régime par le biais de son ministre de la Communication qui déclare qu'une action en justice a été enrôlée en référé, s'il vous plaît, pour invalider la transaction. Ce qui est normal en soi. Un tel régime ne peut pas laisser se produire une telle initiative. Ce serait à proprement parler suicidaire pour lui. Mais ce qui est tout à fait hallucinant et qui montre toute l'étendue de l'anarchie qui distingue désormais ce régime est qu'il n'ait pas bloqué la transaction avant qu'elle n'ait eu lieu. C'est quand même incroyable. Ce n'est pas un général Taoufik qui se serait laissé rouler ainsi. Mais enfin, aujourd'hui, El Watan. Communication officielle, blackout sur l'état de santé de Bouteflika par Ali Bourlef. Liberté. L'ex-ministre de l'énergie persona non grata à Annaba, Chakib Khelil, pris à partie dans une mosquée. Par A. Aliya. Géopolis. Algérie, une gesticulation diplomatique à double tranchant en Syrie et en Russie. Par Alain Chemali. Nous allons vous montrer quelques images de ce qui s'est passé à Alep ces derniers jours. Enfin, quelques images seulement. Hein. Et je préviens que celles que vous allez voir contiennent des scènes qui peuvent choquer des gens sensibles encore. Très franchement, encore que par rapport à ce qui se passe vraiment, ces photos sont loin, très très loin d'illustrer l'horreur que subissent les populations civiles syriennes, prises en otage entre les uns
et les autres. إسراء قالت قريب قريب وانخبط الضربة. هاي ألعاب زينة هاي طقيتها ولا حشيتها اللي من تحت الأنقاض انتم نفضتوا منها. هاي اللعبة كنا نمشي عليها زينة اللي الطيران الله لا يوفق ولا يكبر بجد ما خلى لا بيت لا لعبة لا شيء بنا. Avec nous aujourd'hui pour parler des événements de la semaine passée, donc, Badreddin Ben Youssef, docteur en agronomie, qui nous parle depuis Nîmes, en France. Borhan Messir, citoyen à Alger. Karim Kabir, journaliste à Alger. Badreddin Ben Youssef, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ça fait longtemps que je ne commence pas à parler à la journal. Mais moi qui suis d'habitude prolixe dans les débats, je vous assure que cette fois-ci-là, je me sens assez démuni par rapport à ce qu'on voit dans ce que vous avez décrit depuis le début. D'abord, j'ai vu une vidéo de la ville de Homs, ça fait un mois ou deux. C'est extraordinaire. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, franchement. J'ai versé des larmes. C'est une ville qui a été détruite à 90-99%. Et je ne sais pas comment le monde arabe a pu laisser faire ça. Ça, c'est pour la Syrie. Par contre, pour Chekib Khalil, il me vient à l'esprit une métaphore. Je compare le peuple algérien à l'arbre et le régime algérien, et en particulier Chekib Khalil, à une hache. Voilà un homme qui s'est nourri au sein de l'Algérie depuis une quarantaine, cinquantaine d'années. Il a fait la Banque mondiale, avec la bénédiction du bled. Et après, c'est pas moi qui le dis, c'est un tribut. Badreddin, il en a profité bien plus puisqu'il a été envoyé faire des études à l'étranger pendant la Révolution, avant l'indépendance. Il a été envoyé, pris en charge de façon très confortable, avant même l'indépendance. Et pour revenir à ma métaphore entre l'arbre et la hache, l'arbre a dit un jour à la hache: si je savais ce que tu me réservais, je ne t'aurais pas offert le manche de ces Jamal. Franchement, je n'ai rien compris. Quand je vois, par exemple, cet après-midi, j'ai vu qu'il y a, je crois, à Biskra, ils lui ont même réservé un poète qui lui a dévolu un poème. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est extraordinaire. Dans la plus pure tradition des roitelets d'avant, qui lançaient des bourses d'or aux petits poètes de province qui venaient faire leur casse-croûte. Je ne comprends même pas, je ne comprends même pas l'attitude
des chefs de Zawiya. J'ai vu un, je crois, du côté de Médéa ou je ne sais pas quoi, qui lui a décerné des satisfectifs en citant une sourate, en lui disant que Dieu est miséricordieux et tout. Et pour peu que je sache, moi, dans le Coran, moi, ça fait depuis 2006 que je fréquente une Zawiya, je peux la citer, c'est la Zawiya d'El Hamel du côté de Boussaada. Et franchement, je connais le chef de la Zawiya d'El Hamel Boussaada. Si jamais, je ne pense pas que le Hajj Al-Qassimi El-Ma'moun puisse accepter ce monsieur dans la Zawiya. Mais le monsieur qui était en train de lui citer des vers, il a oublié quelques vers de la sourate Al-Kahf. Est-ce que je peux les dire à Jamal? Oui, bien sûr. بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ça veut dire ce monsieur-là qui a fait ce qu'il a fait, et c'est pas moi qui dis, c'est un président du tribunal d'Italie qui a confirmé en cours, qui a eu une commission de 198 000 euros. Badreddine, je vais vous interrompre un petit moment parce que le son est subitement devenu mauvais. Donc, le temps qu'on arrange le son, je vais accueillir Karim Kabir, journaliste. Merci d'être avec nous, Karim. Karim Kabir. Est-ce que Karim Kabir est avec nous, s'il vous plaît? Allô, oui. Karim Kabir, merci d'être avec nous, Karim. C'est moi qui vous remercie. Alors, Karim, les événements de la semaine, nous allons d'abord aller directement vers ce que vous devriez maîtriser le plus et être plus au courant que nous tous, puisque vous travaillez à Liberté et que votre patron est M. Rabrab Issaad et qui vient de faire l'acquisition, c'était mon patron aussi, je rappelle au passage, hein, qui vient de faire l'acquisition du groupe Al-Khabar Press. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, Karim? Bon, je crois qu'on a beaucoup parlé sur cette question. En fait, il y a forcément des arrière-pensées politiques derrière cette action contre l'acquisition d'actions dans le groupe Al-Khabar, parce qu'en fait, M. Issaad Rabrab devient actionnaire comme les autres. C'est pas une cession du groupe Al-Khabar au profit de Rabrab, mais il devient un actionnaire. Actionnaire majoritaire. Oui, mais il est parmi d'autres. Et puis, c'est-à-dire tous les juristes, si on consulte la loi, on trouve que tout a été fait dans la légalité. Et puis, à mon avis, je ne pense pas qu'un homme d'affaires comme M. Rabrab, qui a donné suffisamment de preuves dans sa manière de faire les affaires, qu'aujourd'hui il va tomber dans des questions comme ça, soi-disant d'illégalité, parce que déjà il sait pertinemment qu'en face de lui, il a affaire à un régime qui lui a souvent mis des bâtons dans les roues. Donc, Karim, derrière ça, oui. Karim, le Green, le ministre de la Communication, le ministre des journalistes, comme je l'appelle moi, il a dit non, c'est une affaire purement commerciale, il n'y a rien de politique derrière. C'est juste qu'on a attaqué en justice pour invalider la transaction parce qu'elle n'est pas normale, parce que d'abord les agréments ne s'achètent pas, les agréments ne s'héritent pas, les agréments sont accordés par l'État à titre individuel ou à titre pour une société donnée, on ne peut pas le donner on peut pas le marchander. Et il a dit aussi que
la loi actuelle ne permet pas aux gens de disposer, de contrôler, de diriger, de posséder 2 titres en même temps. En fait, M. Hamid Green, le ministre, il n'est pas une contradiction près. Parce que d'abord, il a dit que l'affaire est devant la justice. Ensuite, il convoque les gens de l'Khabar pour se rapprocher du ministère pour discuter justement de l'annulation de la transaction. Donc, pratiquement, il supplie au travers de la justice. La deuxième des choses, il parle que c'est une affaire commerciale. Donc logiquement, c'est une affaire qui relève du ministère du Commerce. Donc, que fait le ministre de la Communication là-dedans? Donc, il appartient au ministre, éventuellement au ministre du Commerce, de déposer plainte, puisqu'il dit que c'est une affaire strictement commerciale. Et la troisième des choses, il n'appartient pas au ministre de la Communication de veiller à ce monopole dont il parle, mais c'est une entité qui devait être créée à la faveur de la nouvelle loi, qui est l'instance de régulation de la presse écrite. C'est à elle qu'appartient la prérogative de veiller à ce qu'il n'y ait pas monopole. Mais cette instance n'existe pas, elle n'a pas été créée. Donc depuis la promulgation de la loi sur l'information 2012, cette instance n'a pas encore été mise en place, mais mieux encore, il y a quelques jours, le ministre lui-même a laissé entendre qu'il est inutile. Et puis, je crois que le Khabar, le groupe Al-Khabar, a publié un communiqué où il a donné toutes les preuves qu'en fait, il n'y a pas de situation de monopole, ni encore moins que M. Saad Rabrab dispose de tout titre dans la mesure où Liberté appartient à une société qui s'appelle SAEC et qui est antérieure au groupe Civital et dans laquelle M. Rabrab est actionnaire. Et puis l'autre, c'est Nes Media, aussi, qui est une autre société. Donc ce sont deux choses tout à fait différentes. Karim Kabir, restez avec nous. Je reviendrai à vous dans un petit instant pour vous demander ce qu'est l'objectif réel de Rabrab en faisant cette acquisition. Est-ce purement commercial, un objectif purement économique, ou y a-t-il quelque chose d'autre derrière? Je reviens à vous dans un petit moment et je reçois à présent Borhan Messir, citoyen, c'est comme ça qu'il veut que nous le présentions, en Algérie. Borhan Messir, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Bonsoir, M. Benchinouf. Bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs d'Al Magharibia. Borhan Messir, d'après vous, aujourd'hui, il semble qu'il y ait 2 collèges de fait en matière de titres, en matière de gestion médiatique de la presse. Par exemple, on dit à Rabrab, non, vous ne pouvez pas faire l'acquisition d'un 2e titre puisque vous en avez déjà un, Liberté. Alors que quand il répond, par exemple, ou s'il s'avisait de répondre « Non, mais pourquoi vous n'appliquez ça qu'à moi ?» Et Haddad, Ali Haddad, qui possède 2 télévisions et 2 titres, ils vous répondent « Ah non, ça c'est l'ancienne loi. » Or, cette loi-ci, lui, il les avait avant la nouvelle loi. Oui, mais pourquoi vous n'appliquez pas la loi de maintenant? Ah non, elle n'est pas rétroactive. La loi n'est pas rétroactive, on ne peut pas l'appliquer. Ce qui fait que, de fait, de facto, il y a aujourd'hui, curieusement, c'est comme s'il y avait 2 lois, avec 2 statuts, avec 2 formes de citoyens, 2 formes de gestion médiatique des uns et des autres. Qu'est-ce que vous en pensez, Borhan Messir? Ce que j'en pense, c'est que, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Ce litige qui est en train actuellement d'opposer le ministère de la Communication au journal, du moins à M. Rabrab, qui en fait n'a pas acheté carrément le groupe Al-Khabar, il n'a acheté que des actions qui ont été cédées à l'intérieur. Donc, mais il est majoritaire, il faut toujours le rappeler. Il a acheté de façon à devenir majoritaire. Il y a des actionnaires au niveau du journal du groupe Al-Khabar qui ont cédé leur action. Il est majoritaire, mais il n'a pas acquis carrément le groupe Al-Khabar. Donc, comme je l'ai dit, il y a quelque chose malheur est bon. Pourquoi? Parce que la loi actuelle, la loi organique sur l'information qui date de 2012, cette loi se réfère dans ses préambules à pas moins de 15 articles de la Constitution.
Mais il s'avère que la constitution à laquelle se réfère cette loi est la constitution de 2008. Or, en 2016, en mars 2016, il y a eu la promulgation d'une nouvelle constitution en Algérie. Donc, le gros problème de cette loi, c'est qu'elle n'a pas été mise en conformité avec la constitution actuelle. Alors, faut-il se prévaloir de cette loi ou pas? Là, tant qu'elle n'a pas été mise en conformité, cette loi devient plus ou moins, entre guillemets, obsolète. Ah, là, vraiment, vous posez une grosse question. Là. Justement, est-ce que, vous venez de dire le mot, est-ce que cette loi n'est pas devenue obsolète du fait que le fondement législatif auquel elle se réfère n'existe plus? Il n'existe absolument. Ah, mais c'est gravissime. Et comment eux, ils ne sont pas rendus compte de ça? Les gens, les juristes, le législateur, la PN Écoutez, la nouvelle constitution a été promulguée, si ma mémoire ne me trahit pas, le 6 mars. Et là, dans une semaine, nous allons faire 2 mois. Et cette loi de l'information n'a pas été mise en conformité. Pire encore, il y a autre chose. Le monsieur qui m'a précédé tout à l'heure avait parlé de la création de l'autorité de régulation de la presse écrite qui n'a pas été créée jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème avec cette autorité de la régulation de la presse écrite, le problème, il est où? Il est, si vous allez voir la loi organique de 2012 concernant le code de l'information. Il y a l'article 131 de cette loi. L'article 131 est très clair. C'est parce que ce que vous avez posé comme question, parce qu'il y a 2 collèges, le premier et le nouveau. Cet article-là arrête carrément, stoppe carrément cette histoire de collège. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais le lire textuellement. Je m'excuse de le lire maintenant. Oui, je vous en prie. Exactement. Je vous en prie. Les titres et organes de presse en activité sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi organique, celle de 2012, dans un délai d'1 année à compter de la date de la mise en place de l'autorité de régulation de la presse écrite. Or, cette autorité n'a pas été installée à ce jour. Et mieux encore, pour ne pas dire pire encore, votre invité qui m'a précédé l'a bien dit, Monsieur le ministre a dit qu'elle n'est pas aussi, c'est vrai qu'elle est prévue par la loi, mais elle n'est pas autant importante parce qu'on va créer le fameux Conseil supérieur d'éthique et de déontologie qui va la remplacer. Mais quand vous dites, Burhan, parce que nous ne sommes pas des juristes et nous voulons comprendre de façon simple, quand vous dites que ceux qui sont concernés sont tenus de se conformer à aux nouvelles dispositions dans un délai d'1 an. Ça veut dire, moi, ce que je comprends, c'est que, par exemple, un Haddad qui se prévalait de l'ancienne loi pour avoir 2 titres et de télévision et tout, il est tenu de se conformer aux nouvelles dispositions. Ça veut dire que les anciennes ne s'appliquent plus à lui, si j'ai bien compris. Absolument, et ça, c'est le fameux article 25. D'accord. C'est-à-dire qu'à la situation actuelle, prenez les 2 publications dont dispose ce monsieur. Elles ont été fondées, si ma mémoire ne me trahit pas, en 2009, donc elles étaient antérieures à la loi organique de 2012. Maintenant, cet article 131 est très clair. C'est-à-dire qu'il faut déjà créer l'autorité de régulation et ces gens-là ont un délai d'1 année pour se conformer. Et je vous dis, pire encore, là où je n'arrive pas à comprendre, prenez l'article 132 de la même loi organique. Et là, je vous assure, c'est un couperet qui tombe vraiment carrément sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Toutes les dispositions contraires à la présente loi organique, c'est-à-dire celle de 2012, sont abrogées, notamment la loi numéro 90 du 07 du 3 avril 90 relative à l'information. Là, je vous dis, là... Attendez, Burhan, pour qu'on comprenne. Burhan Messir. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Ça veut dire... Ali Haddad, pour ne parler que de lui, et il y en a d'autres comme lui, qui disposent de 2 titres de presse et de 2 chaînes de télévision sur autorisation de la loi, en fait, il est autorisé, l'ancienne loi l'autorise, mais comme maintenant cette disposition est contraire à la loi de 2012, à la nouvelle loi, donc ces dispositions dont il jouissait sont abrogées. Il n'a plus le droit, légalement, de posséder 2 chaînes de télévision et 2 journaux. Est-ce que j'ai bien compris? Absolument, mais l'article 131 laisse une porte de sortie, c'est-à-dire la fameuse autorité de régulation de la presse écrite, c'est là où le délai commence, l'année de délai commence, c'est là où on a laissé une petite porte. Mais le deuxième qui vient juste après, ferme après toutes les portes. Moi, je vous dis personnellement, je n'arrive pas à comprendre exactement comment c'est géré, comment le secteur d'une manière générale de l'information est géré.
Très bien. Ben, je vous remercie, Brahim Sir. C'est vraiment très éclairant de votre part. C'est très précis. Je vous remercie beaucoup. Mais restez avec nous. Nous allons passer aux autres thèmes de l'émission d'aujourd'hui. Et sauf que pour Karim Kabir, je reviendrai pour lui poser la question sur Rabrab. Mais sinon, Badreddin Ben Youssef. Badreddin Ben Youssef, vous êtes avec nous? Badreddin, est-ce que Badreddin Ben Youssef est avec nous? Oui, je suis avec vous, là, je vous entends là. Très bien. Alors, Badreddin, vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie cette semaine à Alep, c'est proprement atroce. Et ce ne sont pas les djihadistes de Daesh ou de je ne sais qui sont bombardés. Ils sont bombardés en pleine ville, au baril, des bombes dont on nous dit qu'elles sont imprécises, qu'elles ne font pas la distinction entre les uns et les autres. 200 morts dans une majorité d'enfants, de femmes, de civils, en tout cas presque tous des civils, d'autres dévastations. Et juste avant, M. Messahel, le ministre à rallonge, là, il a un département à rallonge. Il faut mettre 5 minutes pour dire son ministère, quoi. Il s'est rendu à Bachar, il lui a exprimé sa sympathie et il lui a dit qu'il était là pour lui apporter l'expertise de l'Algérie en matière de lutte antiterrorisme, sachant que le terrorisme algérien a été créé par le DRS, en grande partie. Il lui a dit aussi, pour lui apporter leur expérience en matière de réconciliation nationale, des gens qui veulent du bien aux gens. Alors que là, on connaît la réconciliation nationale à l'algérienne, on la connaît très bien. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la question? Moi, je reste tout à fait sidéré par les événements, par la suite des événements, et surtout la succession chronologique des événements. Et je suis aussi très étonné de cette posture de l'Algérie qui prend toujours acte de s'isoler. Je ne sais pas, toute la communauté internationale est contre Bachar al-Assad. La guerre de Syrie ne date pas d'hier, ça fait plus de 5 ans que ça dure. On parle de plus de 200 000 morts. Et voilà que notre ministre se détache de la communauté internationale et se permet d'aller à un président qui... je n'ai jamais compris sa position. Et là, je reste sans voix. C'est comme si on a l'impression de dire que nous aussi. J'ai l'impression que c'est un message adressé au peuple algérien. C'est-à-dire que regardez ce que Bachar al-Assad a fait depuis 5 ans en Algérie, et si jamais vous vous amusez à bouger, peut-être on fera la même chose. C'est un message entre les lignes, c'est ce que j'ai compris. Restez avec nous, Badreddin Ben Youssef. Nous allons faire un tour de micro. Karim Kabir, donc avant d'arriver au sujet syrien, la question que je voulais vous poser, est-ce que Rabrab n'a fait cette acquisition que dans un simple objectif économique, qu'il n'y a rien d'autre derrière? Ben, je ne sais pas, honnêtement. On peut faire simplement des lectures. Mais ce sont les gens de Khabar d'abord qui l'ont approché parce que c'était un groupe quand même qui était un peu en difficulté après des mesures de pression qui ont été exercées sur lui à travers le chantage à la publicité. On sait que quand même depuis un moment le journal Khabar était soumis à des pressions. Donc forcément les gens les actionnaires de Khabar ont cherché une bouffée d'oxygène et ils ont trouvé en la personne de M. Issaad Rabrab quelqu'un qui peut qui peut un peu sauver le groupe, mais en même temps le choix n'a pas été fortuit dans la mesure où peut-être il y a la proximité aussi de la vision de l'Algérie qu'il souhaite. Ça veut dire sur le plan politique. Il y a forcément une identité de vue entre ce que défend comme valeur le journal Khabar et ce que souhaite M. Rabrab pour l'Algérie. Et il y a d'autre part, je pense que M. Rabrab aussi, c'est quelqu'un qui a longtemps souffert ces derniers temps de blocage dans ses projets. Donc à travers l'acquisition d'un journal comme Al-Khabar,
quand même qui joue une grande crédibilité et qui a une grande influence, ça lui permettra d'avoir entre ses mains un instrument quand même d'influence qui peut faire avancer ses projets. Voilà. Merci pour cette franchise, mais en plus, Karim, est-ce que vous ne pensez pas que demain, s'il y a des enjeux politiques autrement plus décisifs, c'est-à-dire par exemple éventuellement une candidature électorale à la présidentielle qui soit un peu équivoque. Est-ce que vous ne pensez pas que si jamais Rabrab dispose de Khabar en plus de ce qu'il dispose déjà et de liberté et de ses relais qu'on connaît très bien, il a de puissants relais, est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait devenir j'allais dire une partie incontournable qui pourrait peser sur la prise de décision et donc devenir un décideur politique? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je pense qu'on en fait un tabou ici chez nous parce que nous n'avons pas encore suffisamment de culture démocratique. Mais je pense qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de chaînes de télé, beaucoup de journaux qui prennent des positions politiques tout à fait naturelles que les gens ne crient pas au scandale. C'est le cas en même temps en France où on a vu beaucoup de journaux, beaucoup de télé qui affichent ouvertement leur choix. Donc forcément, demain, bien sûr que les journaux qui appartiennent à Rabrab seraient appelés à porter leur choix sur une candidature qui réponde le mieux aux projets de société, aux valeurs que M. Rabrab défend. Je pense que c'est tout à fait naturel. Et je crois que c'est l'un des aspects, justement, de cette attaque de la part du ministre de la Communication. Ça nous rappelle étrangement un peu ce qu'on a fait avec la chaîne de télé de Khalifa quand elle a soutenu en 2004 M. Beneflis. Donc je crois que dans l'opacité actuelle, avec quand même les perspectives d'une élection, forcément le clan présidentiel, ils ont peur à ce que d'autres personnes disposent de moyens de communication efficaces qui peuvent un peu influer sur la décision des électeurs et qui ne seraient pas en faveur de leur choix eux-mêmes. Merci. Restez avec nous, Karim Kabir. Nous allons faire un tour de micro assez rapide maintenant. Il ne reste plus beaucoup de temps pour parler des autres sujets. Je reviens à Borhan Messir. Borhan, qu'est-ce que vous pensez d'abord de l'hospitalisation de Bouteflika, dont on nous a dit que c'est un simple contrôle de routine? Oui, c'est maintenant, si on se réfère à la communication officielle, c'est un simple contrôle de routine, ce qui est tout à fait normal pour tout être humain. Mais la question qui se pose à chaque fois, pourquoi ne pas aller au-delà de cette communication? C'est vrai que ce sont des communiqués comme ça laconiques, mais pourquoi s'arrêter à ça? C'est-à-dire pourquoi? Là maintenant, quand vous dites qu'il est allé pour des contrôles, comme il a été dit, il est allé pour des contrôles, maintenant ça ouvre également la brèche à toutes sortes de rumeurs. Les gens maintenant ne font pas des lectures, ne font pas des analyses ou des études de prospective pour essayer de voir comment se portera le pays dans quelques temps. Maintenant, les gens se contentent de l'information et chacun la distille à sa manière et plus l'amplifie d'une manière encore plus grave. C'est-à-dire, maintenant on est devant un fait où vous ne pouvez rien dire, vous ne faites que subir, vous attendez l'information et vous essayez de la comprendre à votre manière et ça n'engage que la personne qui la comprenne ou bien qui la communique. Oui, mais Borhan Messir, généralement un contrôle de routine, comme on dit, il est prévu à l'avance. Et les communiqués généralement qu'on rend ou qu'on donne à cet effet, généralement ils sont donnés bien avant le contrôle, 2 mois, 3 mois avant. Ils disent le président se rendra à une visite de contrôle à telle clinique dans 2 mois, dans 3 mois. Ce n'est pas le cas. Là, on nous a appris qu'il était pour une visite de routine en Suisse après qu'il ait été évacué. Après oui, qu'il ait été évacué. Oui. Oui, oui.
Oui, oui, justement, maintenant, si vous voulez, maintenant, pour avoir un tableau de bord, pour savoir, c'est-à-dire qu'il va y avoir une visite périodique à telle date ou telle, il faut que ça soit déjà une culture chez nous. Il faut que la Constitution le prévoie. La Constitution n'en parle pas. C'est-à-dire que le président ou bien les autorités ne sont pas obligés de le faire. Maintenant, on se contente, pardon, de l'après-coup, c'est-à-dire il est parti pour un contrôle. Il n'y a rien dans les textes officiels de la République algérienne qui le prévoit. Donc, il est parti, est-ce vrai, pour un contrôle ou pour autre chose. Maintenant, on se suffit carrément de l'information qui est communiquée. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez de la lettre de Bouteflika qu'il aurait rédigée lui-même, nous dit-on, avec un grand enthousiasme, il était très très content, à Mahrez, à Riyad Mahrez? Oui, c'est une façon de dire que je suis là, que j'existe. Et je vais vous dire encore pire. On parle ici à Alger de la tenue d'un conseil des ministres cette semaine. D'accord. Restez avec nous. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour parler et clôturer avec l'affaire Chakib Khalil. Et je reviens à Ben Youssef Badreddine. Ben Youssef Badreddine, votre avis sur l'hospitalisation de Bouteflika, sur sa lettre à Mahrez? Moi, je suis presque sûr que c'est pas lui qui l'a rédigé, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que vous en doutiez? 15 jours avant, on l'a vu avec la photo avec le Premier ministre. Parce que, Ben Youssef, Badreddine, vous pensez qu'il existe une seule personne en Algérie qui en doute, qui pense que c'est lui qui l'a écrite, cette lettre? Ou qui même serait au courant qu'elle ait été écrite? Qu'elle ait été écrite? Pardon, je m'en mêle avec les liaisons, moi. Ça part dans la comédie qu'on est en train de vivre. Là, 15 jours avant, on voit le président dans une posture vraiment où il ne pouvait pas prononcer une phrase. Et là, maintenant, on nous dit qu'il a écrit une lettre à Mahrez. Moi, je mettrai ma main au feu que c'est pas lui qui l'a écrit. C'est juste une communication de la présidence pour dire, comme vient de le dire mon prédécesseur, que je suis là. En fait, c'est hallucinant. J'ai jamais vécu ça et je suis sidéré par cette succession d'événements. Et je suis resté sans voix, justement, par rapport à... Je ne vois pas en quoi, où c'est bien synchronisé, pourquoi le Chakib Khalil a choisi ce moment-là, avec la bénédiction de l'État, puisqu'on le voit qu'il se déplace avec une voiture blindée, qu'à chaque fois il y a 500 ou 600 policiers qui lui assurent le service d'ordre et tout. Je me demande si c'est pas un puzzle qui est en train de se mettre en place. Voilà. Mais Badreddine, précisez votre pensée, c'est-à-dire on est en train de le préparer pour quelque chose? Moi, dans cette cacophonie, ça ne m'étonnerait pas, qu'on annonce que le président est empêché par l'article 88 et qu'au bout de 3 mois, c'est Chakib Khalil qui prendra la présidence de la République. Ça, mais dans ce cas, Badreddine, dans ce cas, plutôt que de le laver par ces zaouïas, ces épiceries politiques qui ne sont pas très appréciées par les Algériens. Les Algériens, les zaouïas qu'ils aiment et qu'ils respectent, ne sont pas celles qui sont en train de recevoir Chakib Khalil. Tout le monde le sait. La preuve, aujourd'hui, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il semble que ce soit des dizaines de zaouillettes qui auraient dit non, nous ne recevrons pas ce personnage. Donc, si on le préparait pour ce que vous nous dites, pourquoi ne pas l'avoir plutôt fait blanchir par la justice? Pourquoi ne pas avoir utilisé le relais habituel, le JTA, parti FLN, parti RND? Pourquoi utiliser les zaouïas? Ça veut dire quoi, ça? Mais vous n'avez pas relevé une photo où il est dans un salon avec le vice-président de l'APN, le Kliba de Annaba? Oui, c'est vrai. On le protège, on lui donne la police, on lui donne des gardes du corps, une voiture blindée. Mais moi, j'ai presque l'impression qu'on est en train de l'enfoncer plutôt que de détourner le regard ou de l'utiliser comme lièvre pour quelque chose. Je ne comprends pas, très franchement. Ah non, c'est pas un lièvre, ça. C'est Jamal.
là où ils l'ont montré dans un fauteuil avec le vice-président de la PM. Tléba. Ils l'ont montré, je l'ai vu dans une vidéo. Ça veut dire que c'est un message au peuple algérien, préparez-vous à cette éventualité. Ça, nous allons demander l'avis de nos deux autres invités. J'aimerais bien les entendre, oui. Oui, alors, Karim Kabir, qu'est-ce que vous pensez de cette éventualité de Chakib Khalil présidentiable? Oui, bien sûr, c'est pas exclu. Écoutez, je pense qu'on n'est pas les premiers à le dire. Mais encore une fois, je l'ai souvent rappelé, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons affaire à un pouvoir qui est très opaque. Donc, faute de tous les éléments d'information, donc on est réduit à faire des lectures à travers certains événements et certains signes. Mais bien entendu, quand on voit la manière comment Chakib Khalil est accueilli, comment l'administration se mobilise pour lui, il y a forcément de quoi se poser la question s'il n'est pas en train de faire des tours de chauffe en perspective de devenir le futur président. Et puis même Saadani lui-même, il a suggéré, il a dit c'est l'un des meilleurs cadres du pays, et il mérite plus que le ministre, un poste plus que ministre. Et puis on sait quand même combien de ministres sont passés au gouvernement et dont on n'entend plus parler. Moi, je vois souvent l'ancien ministre Chérif Kharoubi qui circule dans l'anonymat le plus total. Et donc, je ne vois pas pourquoi Chakib Khalil doit avoir tous ces égards de la République. Et donc, forcément, on le prépare à quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une opération de diversion où il va être officiellement candidat? Là, c'est les prochaines semaines et les prochains mois. Mais une chose est sûre, vu l'état de santé du président de la République, personnellement, j'ai du mal à croire qu'il va finir le mandat d'ici 2019. Donc, on va assister forcément, soit comme disait votre invité, à l'opération de mise en branle de l'article 102. En fait, ce n'est plus l'article 88, mais c'est devenu 102 à la faveur de la nouvelle Constitution. Soit on va assister à des élections présidentielles anticipées bientôt. Voilà. Karim, très rapidement, qu'est-ce que vous pensez de l'hospitalisation de Bouteflika et de sa lettre à Mahrez? L'hospitalisation, maintenant c'est devenu un truc routinier depuis sa première hospitalisation en 2005. Donc on est habitué à ce que la présidence réagisse une fois que la rumeur commence à circuler ou les gens commencent à se poser la question, mais sans pour autant donner l'essentiel de l'information que tous les Algériens attendent, à savoir un bulletin de santé sur leur président, parce que tout de même c'est la première institution du pays, et donc tout le monde est appelé, même sur le plan constitutionnel. On doit forcément informer l'opinion sur l'état de santé de son président régulièrement. Mais là, bon, on n'en sait pas plus parce que l'entourage qui est autour de lui maintient le blackout sur toutes ces questions. Karim Kabir, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Borhan Massir, pour conclure, donc, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de Chakib Khalil, cette zawiyatite aiguë? Et est-ce que vraiment, vous pensez vous aussi qu'il est présidentiable, qu'il est dans cette voie du moins où on veut le mettre? Borhan Massir, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Je vous posais la question de savoir ce que vous pensez donc de... J'ai entendu, oui, j'ai entendu. Je vous en prie alors. Exprimez-vous. Oui. Alors, mon humble avis, ça reste vraiment mon avis. Je ne pense pas que M. Chakib Khalil soit vraiment leur joker. Je vais vous dire une chose. Moi, ce régime-là, je lui ai reconnu une chose depuis 62. C'est qu'il a su choisir les hommes qu'il fallait mettre au niveau de la magistrature suprême. Sauf pour un seul cas, Allah yarhamou, Mohamed Boudiaf, et vous avez vu comment ça s'est terminé. Pourquoi est-ce que je dis qu'il a su choisir ces gens? Parce qu'il faut des gens qui ont une base en interne, qui ont un réseau en interne, qui ont des ramifications en interne. Chakib Khalil ne l'a pas.
Chakib Khalil, même par rapport au réseau externe, par rapport au réseau international, dans la sphère diplomatique ou économique, mis à part les postes techniques qu'il a occupés sur de la Banque mondiale ou à des postes de responsabilité au niveau des États-Unis, il n'a pas ce réseau, il n'a pas ces ramifications, ce réseau-là, il ne le possède pas. Et ça m'étonne qu'il va s'aventurer sur ce joker-là. Merci Burhan Messir, merci Karim Kabir, merci Badreddin Ben Youssef. Demain est le 1er mai, fête des travailleurs. Je serai en repos personnellement, en repos hebdomadaire, mais je veux présenter tous mes vœux à tous les travailleurs, quels qu'ils soient, tous ces gens qui sont le sel de la terre, ces gens grâce auxquels vous avez de l'eau quand vous ouvrez le robinet, de l'électricité quand vous appuyez sur l'interrupteur, qui éduquent nos enfants, qui nous soignent, qui nous construisent nos maisons, nos routes, qui font que la vie peut être belle, qu'elle peut être utile. J'espère seulement que les travailleurs du monde entier s'uniront pour fonder une civilisation où il fera bon vivre, où il n'y aura plus de place pour les despotes, où les peuples choisiront leur destin. Et n'oublions pas surtout que le 1er mai, c'est aussi, et à mon avis, c'est surtout la fête des retraités. Ces travailleurs qui se sont dévoués leur vie entière. Belle vie à eux et pleine de joie, Inch'Allah. Salam alaikum, khair, salama.